Ayant affronté beaucoup d'espèces extraterrestres bien avant que vous soyez venu au monde, je vous conseille d'écouter les suggestions du colonel. Merci, mon petit. Bétrosiens, Bétrosiennes, bienvenue sur la chaîne Comtraia Studio. Quand on parle de Stargate, la plupart des gens pensent immédiatement au redoutable Goa'uld, une espèce d'extraterrestre qui accumule des connaissances en parasitant le corps d'un hôte. Dotés d'une mémoire génétique et d'une incroyable longévité, ils ont soumis les peuples de la galaxie en se faisant passer pour des dieux. Ra, Apophis, Chronos, bref, des divinités qui vous sont familières si vous avez déjà participé à un cours d'histoire. Mais Stargate est une grande franchise, et les Goa'uld sont loin d'être la seule menace de la galaxie. Je vous invite donc à prendre un moment avec moi pour revoir ensemble mon top 5 des antagonistes les plus sous-cotés de l'univers Stargate. Les Asgard. C'est une créature à peine plus haute que ça. Il a une peau toute grise, d'énormes yeux noirs et surtout de tout petits bras et jambes comme des petits cure-dents. Pour le moins initié, vous vous dites mais attends Flo, t'as pété les plombs. Les Asgard sont nos alliés. Pas tous. Et oui, souvenez-vous dans la saison 7, épisode 3, l'apprenti sorcier. Un Asgard s'est amusé à kidnapper le colonel O'Neill pour faire des expériences génétiques sur lui. D'ailleurs, je me fais une réflexion assez rigolote. L'épisode s'appelle L'apprenti sorcier, et ça raconte l'histoire d'un jeune colonel O'Neill, doublé par Killian Blanc, la VF d'Harry Potter. Coïncidence ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Loki est un très grand généticien. Autrefois, il siégeait au Haut Conseil Asgard. Mais il fut chassé pour avoir procédé à des expériences douteuses sur les humains. C'est à cause de lui qu'on a des films comme Dark Sky ou Paul. En soi, Loki n'est pas bien méchant. Tout ce qu'il voulait, c'est sauver son peuple d'une dégénérescence génétique. Pendant un moment, il profita du chaos provoqué par la guerre des Réplicants pour renouveler ses expériences et faire des tests sur le colonel O'Neill. Malheureusement pour lui, SG1 parvient à déjouer ses plans. Loki fut rendu aux Asgard avec la promesse d'une sanction sévère. Après cet épisode, nous n'avons plus de ces nouvelles. Comme vous le savez, les Asgard ont fait exploser leur planète, avec toute leur civilisation, ne laissant comme témoignage de leur existence une matrice dans l'Odyssée. Bon, peut-être qu'on aurait pu envisager que Loki n'ait pas envie de se joindre aux dernières festivités de son peuple avant le grand feu d'artifice. Après tout, le petit gars était du genre à ne pas s'avouer vaincu. Si SG1 avait fait une 11e saison, je pense qu'il aurait été intéressant de le faire revenir avec des intentions plus radicales, voire même un ressentiment de vengeance. Mais contrairement à ce que nous avons longtemps cru, les Asgard ne sont pas tous morts. Et oui, direction la galaxie de Pégase, mais tout d'abord nous allons remonter le temps à l'époque des grandes alliances des 4 races, et durant la guerre opposant les Wraiths aux Anciens. Un groupe d'Asgard profite du conflit pour se rendre clandestinement dans la galaxie de Pégase pour faire des petites expériences sur les humains. Le problème génétique des Asgard était déjà d'actualité, mais repoussé par le conseil exécutif de l'époque. On verra plus tard. Mais, coup de théâtre, les Asgard foutent une méchante raclée aux Anciens, les forçant à quitter la galaxie. Voyant le vent tourner, les Asgard sur place se disent qu'il est peut-être temps de mettre les voiles. Mais les Wraiths ne tolèrent pas qu'une autre intelligence supérieure se balade dans la galaxie. De plus, il faut savoir que chez les Wraiths, il est très mal poli de jouer avec la nourriture. Attention. Les vaisseaux interstellaires Asgard furent les premiers détruits dans un assaut frontal avec les Wraiths, les empêchant de quitter la galaxie. Traqué, exterminé par un ennemi nettement supérieur en nombre, il fut forcé de se retrancher sur une planète toxique. Plus tard, l'atmosphère devenait trop instable, et ils ne pouvaient plus se cacher. C'est là qu'ils sont tombés sur un laboratoire des Anciens. Je vous passe les détails, mais après un assaut sur la cité d'Atlantis, ils activent le dispositif Atero qui, une fois activé, permet de détruire instantanément tous les vaisseaux Wraith qui sont en hyperespace. Une solution certes très séduisante, mais sur la notice d'utilisation, il est écrit que des effets secondaires peuvent apparaître, comme l'explosion des portes des étoiles à leur activation. Les peuples de Pégase utilisant beaucoup le réseau de portes, il est impossible de quantifier le nombre de morts qu'il y a dû avoir en l'espace d'une journée. Oui, parce que on ne parle pas d'une petite explosion, hein. Quand une porte des étoiles saute, ça laisse des traces. Mais les Asgard sont contre-fous. Ils n'utilisent pas la porte.
Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir retrouver leur grande puissance. Surtout depuis que Daniel leur a expliqué qu'ils sont probablement les derniers petits hommes gris. Encore une fois, lui, il aurait mieux fait de rester couché. Bref, après l'intervention de McKay et Jackson, ainsi qu'une belle bataille spatiale, les vaisseaux voyageurs parviennent à détruire 2 vaisseaux Asgard, mais le 3e est parti sans laisser d'adresse. On imagine qu'il est retourné à la colonie pour établir un plan machiavélique pour conquérir le monde. Évidemment, Stargate Atlantis est arrêté trop tôt pour pouvoir développer l'histoire des Asgard renégats. Je crois savoir que leur retour était prévu dans une éventuelle saison 6, mais la production a préféré se concentrer sur Stargate Universe, comme vous le savez. Peut-être que c'était une erreur. Quoi qu'il en soit, les Asgard sont une race sage et puissante. Elle a plusieurs fois sauvé la Terre, et pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo qui en parle. Leur sagesse ainsi que la relation particulière qu'ils entretiennent avec la Terre en fait de parfaits sujets pour créer des antagonistes intéressants. Évidemment, toute la population Asgard ne peut pas être du même avis que Thor, au même titre que les Jaffa, qui ne voyaient pas tous la Terre comme de vrais alliés, malgré la grande contribution de SG1 à leur libération. Les extraterrestres mimétiques. Bon, écoutez, allez-y franchement cette fois, s'il vous plaît. Apparus dans l'épisode Invasion, saison 3, les aliens mimétiques sont très mystérieux. Alors attention, ce n'est pas une critique. Parfois, trop développer un sujet ou un personnage lui fait perdre de l'intérêt. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils viennent d'une autre galaxie. SG6 a fait leur rencontre sur P3X-118 lors d'une mission de reconnaissance classique. Grâce à leur technologie, ils parviennent à prendre le contrôle du SGC en se faisant passer pour le personnel. Leur projet était d'envahir la Terre, via les contacts du SGC au Pentagone. Mais comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, ils échouent. Évidemment, sinon la série aurait duré beaucoup moins longtemps. Et les aliens restants finissent un peu partout sur les murs de la salle d'embarquement. Bon, vous l'aurez compris, il y a des mots en S qu'il faut pas trop dire. Et puis, plus rien. On n'entend plus jamais parler d'eux. Enfin, oui. Dans la saison 7, il y a un épisode qui est consacré à leur technologie. Mais concernant leur civilisation, nous n'en savons pas plus. Dans la saison 7 également, des rumeurs veulent nous faire croire que ce vaisseau leur appartient. Mais rien ne l'affirme. De plus, quand le personnel du Prométhée revient à bord, je pense qu'on en aurait au moins un dans le lot. Mais visiblement non. Ou alors, cette fois, la mission se déroule tellement bien que... Bref, j'aurais aimé revoir ces aliens et en savoir plus sur leur civilisation. Après tout, ils pourraient très bien envahir la Terre par d'autres moyens, en commençant peut-être par une planète plus modeste, disposant de vaisseaux spatiaux. Ce sujet pourrait nous tenir en haleine pendant toute une saison, voire même faire le sujet d'un spin-off. Les Ritu. Des théories? Des suggestions? Dans Stargate, en matière de bestioles dégueulasses, on est plutôt bien servi. Les symbiotes, les R75 ou encore l'ectoparasite qui vous sucent le sang, toutes ces petites bestioles sont le sujet d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une race alien bien plus complexe, les Ritu. Apparus dans l'épisode « L'ennemi invisible » de la saison 2 de Stargate SG1, les Ritu sont des créatures de la planète Ritalia. Légèrement déphasés de notre réalité, ils sont invisibles mais peuvent néanmoins interagir physiquement avec notre environnement. Ce sont des créatures insectoïdes non tolérées par les Goa'uld, qui ont cherché à les exterminer pendant de nombreuses années. Mais ils parviennent tout de même à survivre et à reconstruire leur civilisation paisiblement. Cela dit, un groupe de rebelles Ritu ne supporte pas s'être fait victimiser par les Goa'uld et souhaite leur faire comprendre avec des petites actions terroristes. Mais les Goa'uld ont développé une arme capable de les exploser. L'un d'eux, sûrement le plus malin de l'équipe, s'est dit que pour éviter un conflit en one-to-one, on n'a qu'à tout simplement s'en prendre aux espèces inférieures pouvant servir d'hôtes aux Goa'uld. C'est complètement stupide. Quoi qu'il en soit, après une mission de reconnaissance et les mises en garde de maman,
Une petite équipe de Ritu parvient à s'infiltrer et à saccager la base. Après cette expérience, nous n'avons plus jamais entendu parler d'eux. C'est bien dommage. Et oui, un ennemi invisible, lourdement équipé, avec des idées aussi radicales, aurait pu nous donner quelques épisodes intéressants. Et puis sans parler du plaisir de voir ce joujou à l'écran. Avant de vous parler des deux derniers, j'aimerais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait vraiment plaisir. J'aimerais profiter de cette parenthèse pour vous inviter à mettre un pouce sous la vidéo et de me dire en commentaire quel est votre méchant préféré dans Stargate. Pour ma part, c'est le Todd Race. Pour ma part, c'est le Race Todd. Ce personnage a toujours un coup d'avance, et sa relation particulière avec Shepard, voilà, c'est vraiment un personnage incroyable dont je serais ravi de vous parler un jour dans une vidéo. Linnea, la tueuse de monde. Non, taisez-vous, je n'entends rien. Elle a de grandes connaissances en chimie, elle pratique la médecine. Après avoir marché sur un buisson sacré, SG-1 se retrouve en prison. Ils font la rencontre d'une gentille vieille dame. Celle-ci est une scientifique et mystérieusement, c'est la boss de la prison. Tout le monde semble la respecter, ou plutôt la craindre. Mais une question reste en suspens. Mon crime, oui. Et oui, Linnea nous explique une grande maladie à faire rage sur sa planète. Et que, par accident, au lieu de réduire la propagation via ses recherches, elle a accentué la contagion. SG-1 ne se pose pas plus de questions que ça, après tout, eux aussi ont été condamnés à la peine capitale pour pas grand-chose, et décide donc de s'enfuir avec la gentille vieille dame. Pas de bol pour elle, un prisonnier les a suivis. J'essaie, il leur explique que la gentille vieille dame n'est pas ce qu'elle prétend être. Et oui, c'est elle qui a créé l'épidémie sur sa planète, tuant les 3/4 d'une civilisation. Malheureusement, il est trop tard, et Linnea s'enfuit par la porte en nous offrant une fin d'épisode qui a le mérite de nous laisser avec un petit frisson désagréable dans le dos. À cet instant, on se dit que ce n'est pas fini et qu'on va forcément la revoir dans des circonstances très désagréables. Dans la saison 3, SG-1 se rend sur une planète d'amnésiques. Tout le monde semble avoir oublié qui ils étaient depuis le Vorlix. De plus, tout le monde a le même âge. Pas de vieux, pas d'enfants. Voilà, c'est le bonheur, quoi. C'est le paradis. Mais bon, SG-1, c'est quand même des casse-couilles. Et ils veulent savoir ce qui s'est passé. Ils font la rencontre du capitaine Elia. Attends, il y a un problème. Non, de Kira. Oui. Daniel tombe amoureux, jusqu'à ce qu'il se rende compte que la jolie jeune fille n'est rien d'autre que la méchante vilaine Linnea qui a pris une potion de rajeunissement. Mais Linnea a un grand cœur, et vu qu'elle aime bien partager et faire les choses en grand, elle a contaminé toute la planète. Et le pire, c'est qu'elle a vraisemblablement pas fait exprès, rendant toute la population amnésique, elle compris. Oui, c'est encore des effets secondaires. Bref, au LGC, ça devient très ambigu. Daniel souhaite sauver Kira, O'Neill veut la condamner pour son titre de tueuse de monde, tout ça pour qu'à la fin, elle essaie de se... Bon, décidément, on parle beaucoup de ça dans cette vidéo. Si tu es l'ennemi de SG-1, soit tu te débrouilles, soit c'est eux qui s'occupent de toi. Non, je n'aime pas ce qu'ils ont fait de ce personnage. Mais en même temps, le passé oublié est un très bon épisode. On s'attache à Kira sans oublier Linnea. À la fin de l'épisode, son pétage de plomb est génial, on ressent vraiment le conflit intérieur dans son esprit. J'ai littéralement écrit cette vidéo pour vous parler de ce personnage qui est pour moi l'un des plus gâchés de Stargate. Linnea, c'est le boss de fin, qu'on a nerfé. Elle est l'incarnation du grand méchant loup, qui se cache derrière le sourire chaleureux d'une mamie qui fait des gâteaux. On a envie de lui faire confiance, de la suivre. On la prendrait presque comme une victime. Tout ça pour se rendre compte que c'est une meurtrière impardonnable dont on ne connaît même pas les convictions. On ne sait même pas pourquoi elle a fait tout ça et on veut savoir, mais on ne saura jamais. Car Kira redevient amnésique et retourne sur sa nouvelle planète. Une fin tristement simple pour un danger si grand. Les HN. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Les HN sont un peuple extraterrestre, un peuple technologiquement très avancé pouvant rivaliser avec les Goa'uld. Ils sont à la tête d'une confédération de plusieurs planètes et disposent d'une porte sans DHD. Ce qui les limite énormément car ils ne peuvent pas compenser la dérive stellaire. Et à la porte, ils sont donc limités aux planètes voisines de la leur.
Cela dit, ils ont également des vaisseaux spatiaux pouvant voyager en dehors de leur système, et c'est de cette façon qu'ils ont pu accroître leur empire, enfin, leur confédération. Dans l'épisode 2010 de la saison 4, on apprend que les HN ont rajouté la Terre à leur confédération. En échange de la technologie de la porte, l'humanité a acquis une espérance de vie doublée, ainsi qu'une évolution technologique significative. Cela dit, les HN ne sont pas les bons samaritains qu'ils semblent être. En effet, leur but est de récolter à long terme les ressources des autres planètes pour accroître leur civilisation sans partage. Pour ce faire, ils n'hésitent pas à utiliser des bioarmes ou des vaccins qui rendent stérile 90% de la population. Contrôlant les médias et les forces armées, c'est une euthanasie en douceur. Dans cet épisode, on apprend que les HN ont réussi à vaincre les Goa'uld et ont permis aux Jaffa d'être libres, ajoutant de nouvelles planètes à leur tableau de chasse. Mais les HN ne sont pas pressés. Ils établissent des plans à long terme. Finalement, SG1 parvient à envoyer un mot dans le passé pour qu'il n'explore pas la planète P4C 970. Plus tard, dans la saison 5, Les Faux Amis, SG1 se rend sur une planète paysanne. En toute insouciance, ils découvrent que les HN font du commerce avec ce monde qui fait partie d'une confédération. Une nouvelle fois, le piège se resserre pour SG1. Mais la curiosité de Daniel a porté ses fruits. Pour une fois qu'il sert à quelque chose, lui. Il découvre une cité ensevelie depuis des années. Oublié de tous, il trouve des journaux et parvient à les traduire. Pourriez-vous me traduire ce mot? Je ne sais pas ce qu'il signifie. Bien sûr. Stérilité. On se doutait de ce que vous complotiez, vous nous l'avez confirmé. De quoi est-ce que vous parlez? Le vaccin entraîne la stérilité. C'était dans le journal. Vous avez balayé les 3/4 des Voliens et transformé leur monde en un vaste champ stérile. C'est le sort que vous nous réservez? Enfermez-les, nous avons un traité à conclure. Si nous ne revenons pas vivants, le traité sera annulé. C'est vous qui y perdez. Nous avons eu ce que nous voulions. Et oui, et ce qu'ils voulaient, ce sont des coordonnées de porte, ainsi que le calcul de leur position dans l'espace. Après des négociations ratées, plus tard le colonel O'Neill se félicite d'avoir mis en haut de la liste une porte donnant sur un trou noir, mais je ne suis pas convaincu par cette supercherie. Quand bien même ils se feraient avoir, ils sont capables de transformer des planètes en étoiles, et ils disposent de vaisseaux spatiaux, ainsi que d'une fédération de mondes. Dans la saison 10, nous avons déclaré la guerre avec l'Alliance Luxienne. Mais imaginez un instant qu'ils se soient alliés à eux. On pourrait imaginer un tas de scénarios, les faisant revenir au devant de la scène. Les HN font partie des antagonistes les plus redoutables que SG1 ait à affronter. Et il est dommage que cet arc narratif se soit arrêté aussi brusquement. Si une suite à Stargate devait être envisagée par Amazon, je pense que la HN pourrait faire un retour redoutable dans l'univers de Stargate. Donc concernant pour notre fan série, on y a pensé. La saison 1 met en place l'environnement et les personnages. Maintenant, on va pouvoir commencer à développer un peu d'intrigue et passer à l'action. Pour vous la faire courte, la planète sur laquelle évoluent Kellerman et Ferriti était une ancienne colonie HN. Les habitants voyaient de mauvais augure ces voyageurs et ont préféré les repousser et ont enseveli la porte. Cela dit, les HN ont laissé un petit cadeau de départ, rendant stérile une grande partie de la planète. Mais ce n'est pas la seule surprise de ce monde, et on va en découvrir de plus en plus au fil des épisodes. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. N'oubliez pas de partager cette vidéo, et à bientôt sur Comtria Studio.